Eh bien, écoutez, bonsoir et bienvenue donc à notre webconférence. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, pour ma part, mais j'ai vu les participants, je pense qu'une bonne partie d'entre vous me connaissent, mais donc je suis Eric Bonnem, fondateur de Secret Planet, comme vous le savez, un tour opérateur basé à Lyon, spécialisé dans les expéditions, les voyages d'aventure et nature, avec Tamera Expedition Limited et Saïga. Donc, bienvenue à cette webconférence pour un entretien avec Serge Bazin, guide de haute montagne et passionné par la haute altitude. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de passion d'alpiniste, de très haute montagne, puisque Serge connaît en particulier quatre hauts sommets, le Pic Lénine, qu'il guide pour nous chaque été, enfin en tout cas l'été dernier et l'été prochain, un sommet à 7134 mètres qui se situe au Kyrgyzstan. Le Manaslu, dont il a atteint le sommet, et c'est avec lui qu'on avait préparé notre expédition, d'ailleurs en septembre-octobre dernier. Le Choyu, qu'il a atteint donc sans oxygène, et puis le Makalu, qui est un très haut sommet puisqu'on est à 8485 mètres et sur lequel il a organisé au moins une expédition. Et c'est avec lui aussi que nous allons mener notre prochaine expédition donc en avril 2023. Voilà, donc le Makalu guidé par Serge. Et donc, on va parler en fait de son approche des 8000 de son approche en sérénité pour gravir ces géants. Je suis né à la mer, mais je suis venu à Chamonix pour faire topographe géomètre. Et en cours de route, j'ai changé de métier au bout de 15 ans de géomètre pour passer à celui de guide. Voilà. Donc, je suis guide depuis 28 ans maintenant. Et c'était vraiment les chasseurs alpins qui m'ont donné le goût du ski de randonnée. J'ai trouvé ça assez extraordinaire, cette façon de voyager en montagne avec ses peaux de phoque aux pieds et puis de parcourir la montagne enneigée. C'était assez extraordinaire pour moi qui suis marin de base. Et après, de la neige, on est passé à l'escalade en montagne rocheuse pour gravir les sommets. Il fallait faire du rocher. Donc, de la neige, je suis passé au rocher. Et tous mes amis sont devenus guides. Et il a fallu décider à un moment donné de se concentrer sur un des métiers parce que avoir deux métiers, c'est super, mais ça prend vraiment trop de temps et trop d'énergie. Et le métier de guide ne peut pas se faire en demi-mesure, je dirais, surtout pour quelqu'un qui n'est pas né en montagne. J'ai beaucoup de plaisir à emmener des clients, des gens en montagne et de découvrir avec eux des nouveaux sommets, des nouveaux horizons. Et je continue à aller en montagne en amateur, euh, peut-être parce que j'ai commencé tard le métier, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me branche bien de continuer la montagne pour moi ou emmener des gens. Vraiment, c'est un grand plaisir. Alors, mon grand-père était pêcheur, mon père est marin, militaire et puis après marin dans le civil. Et moi, donc, toute ma jeunesse, je l'ai passé à faire des compétitions de voile. J'avais un ponant dans ma famille, on avait un Edelsis et je faisais mon sport, c'était la voile. J'ai fait les championnats de France de X4 et de laser. C'est des monovoiles, quoi, avec que des grandes voiles en solo dessus. Et c'était mon sport. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne faisais pas de sport. Parce que, enfin, excusez-moi les marins, mais les faits sur un bateau, j'ai trouvé ça génial quand j'étais gamin, la mer, on allait se baigner, aller aux oursins, aux poulpes, et ainsi de suite. Mais mon sport, c'était la mer. Mais j'ai découvert le sport en faisant les chasseurs alpins. Mais la mer, c'est mon truc. Je retourne à la mer, je suis chez moi. En montagne, je ne suis pas chez moi. En montagne, je continue, j'ai 58 ans, d'apprendre. À chaque sortie, je ne vais pas dire qu'à chaque sortie, je rapprends des choses, mais chaque sortie amène une petite pierre à mon édifice de la montagne. La mer, c'est un peu inné pour moi. J'étais marin, je me suis dit, tiens, je vais aller voir la montagne.
tant qu'à faire, j'ai réussi à aller dans les chasseurs alpins, je ne sais pas comment, je ne savais rien faire, je ne savais pas skier, je savais, voilà. Et j'ai découvert que c'était vraiment sympa, quoi. Donc j'ai appris un peu la rigueur et puis les stupidités un petit peu d'un certain système, mais par contre, ça m'a donné une, une belle approche sur la montagne avec le goût de l'effort. Bon, là où on l'a pas, hein, ça c'est assez spécial. Et je me suis dit, ben, je vais continuer à faire mon métier que j'ai appris dans mes études à la montagne. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire topographe géomètre à Chamonix, une chose incroyable, quoi. Parce que j'étais vraiment à pied d'œuvre pour continuer à apprendre. Les chasseurs alpins m'ont mis le pied à l'étrier, mais bon, c'était assez léger quand même. Mais d'habiter à Chamonix, ça permettait de faire des vallées blanches entre midi et deux, les week-ends tout le temps en montagne. Voilà, la machine était lancée, quoi. On est là pour mettre les limites des terrains des gens, faire des plans topographiques pour que les architectes puissent construire leur maison, de relier les routes entre elles, de construire des ponts là où les ingénieurs nous disent de mettre des ponts, ainsi de suite. Donc ça n'a rien à voir à la montagne, sauf que moi j'ai eu la chance de pouvoir, en étant habitant à Chamonix, dans un cabinet de géomètre à Chamonix, de faire des travaux de montagne, et donc des travaux assez exceptionnels où on allait simplement remettre le refuge, par exemple le refuge des Cosmiques en place à 3006. C'était extraordinaire parce qu'on y va aller à pied, on était dans un environnement de montagne pour installer une maison, pour implanter une maison. Et donc, je reliais un peu ma passion d'alpinisme que j'avais en amateur total avec mon métier de géomètre. Et voilà. Et quand j'ai arrêté le géomètre, j'ai continué quand même à avoir une petite partie de moi en géomètre parce que je fais des mesures du Mont Blanc, comme tu le sais, tous les 2 ans en tant que géomètre et en tant qu'organisateur guide. Et donc, on est 20, 30 à faire des mesures très précises du sommet depuis 20 ans maintenant. Ça a commencé en 2001. Et ça me permet de garder un petit peu une petite parcelle de topographe géomètre en moi, puisque c'était quand même mon métier de jeunesse. Ce qui est mesurable, c'est ce qu'on a sous les pieds, hein, qu'on soit dans une rue, qu'on soit au sommet du Mont Blanc, qu'on soit au sommet des Drues en rocher ou au sommet du Mont Blanc en neige. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on a exactement sous la semelle de nos chaussures. S'il y a 20 mètres ou 30 mètres de neige, mais qu'il y a du caillou en dessous, ben, on verra dans 1000 ans ou dans 300 ans, hélas peut-être, parce que ça va arriver vite. Mais ce qui est intéressant, c'est en tant que géomètre, c'est donner des mesures précises de cette neige à 5 cm près, et non pas à 2 ou 3 mètres près, et de faire ces mesures dans un laps de temps assez grand pour voir ce qui se passe au-delà de 4000, hein, parce qu'on sait ce qui se passe en bas, mais en haut, voilà. Et donc, notre but, c'était de voir si le Mont Blanc, par exemple, bougeait. Voilà, il s'avère qu'à 4008, il y a moins de relations avec le climat du bas. Par contre, le Mont Blanc va peut-être monter un petit peu parce qu'il neige plus là en haut, vu qu'il fait plus chaud. Hein, au lieu de faire -20, -25 tout le temps, ben, il va faire peut-être -5. À -5, il neige une neige assez épaisse, que par -20, c'est une neige qui est très fine et qui ne colle pas. Donc, le Mont Blanc va peut-être monter, mais ce sera vraiment une parcelle infime de nos montagnes. Et en fait, une altitude donnée, elle part toujours d'une référence. Il faut un zéro. Nous, en France, c'est à Marseille. C'est comme ça. C'est à Marseille, au Fort Saint-Louis. Le zéro, il est là. Mais si on mesurait, par exemple, le Mont Blanc depuis, je ne sais pas, la mer du Nord, il y aurait peut-être 2 mètres d'écart et le Mont Blanc, on le trouverait 2 mètres différence parce que le zéro n'est pas le même. Donc, quand les Chinois vont mesurer l'Everest par le Tibet, mais qui vont se relier à l'océan Pacifique de l'autre côté, eh ben, ça ne sera pas pareil que si c'est les Indiens qui prennent leur référence, eux, leur zéro qui est à l'océan Indien, et il y aura peut-être 3 ou 4 mètres d'écart, parce que le niveau n'est pas le même. Voilà. Alors maintenant, on essaie de faire ça avec des GPS, et les GPS, le zéro des GPS, c'est le géoïde de la Terre. C'est une surface qui est mathématique. On prend la moyenne des mers du globe entier, voilà, et on fait une moyenne mathématique, et on repart du centre de la Terre jusqu'à cette surface moyenne des mers
mondial. C'est pour ça que les données de GPS, quand les GPS arrivent à être précises, seront les données, on va dire, mondiales, fiables dans le futur, quoi. En amateur, je suis parti en Himalaya en 1990 pour la première fois, faire un 7000 mètres assez dur qui s'appelle le Langtang Liong avec des amis absolument amateurs, hein, aucun professionnel en 90 parmi nous. Beaucoup sont devenus professionnels après. Et donc, on a pris de plein fouet l'Himalaya. On a attaqué l'Himalaya par, on va dire, sa plus grande étendue et sa plus grande difficulté. Nous qui étions habitués à faire des sommets de 4000 ici, on s'est trouvé 3000 mètres plus haut d'un coup. Extraordinaire. Donc, on a raté le sommet à 200 mètres près, on s'est arrêté à 7000 mètres quand même, avec des bouts de ficelle. Mais ça a été une découverte du pays, parce que quand on se fait emmener à un camp de base par des petits bouts de femmes, c'était des Langtang à l'époque, c'était des femmes qui portaient, des petits bouts de femmes qui portent 30 kilos en chantant, on se prend de plein fouet ce pays qui ne sont pas seulement les montagnes, mais qui sont les gens aussi. Et c'est parti, tout est parti de là. Et vraiment, l'amour de parcourir, de découvrir des montagnes, de découvrir des vallées et d'être avec ces gens-là, ça ne m'a jamais quitté parce que quasiment tous les ans, depuis 1990, j'y retourne. J'ai très rapidement emmené des gens, donc sur des 6000, hein, tranquille, parce que à Chamonix, on fait du Mont Blanc. Les gens me disent j'adore l'Himalaya, je leur parle d'Himalaya. Donc, de fait, ils me disent j'aimerais bien aller à 6000. Donc, on se retrouve avec quelques personnes à faire ces voyages à 6000 mètres. J'ai fait beaucoup de trekking aussi avec des enfants parce que je voulais que mes enfants connaissent ma passion, leur expliquer pourquoi je passais 2 mois là-bas. On peut expliquer, mais le mieux, c'est de les emmener. Avec des clients, des sommets, par exemple un sommet à 5844, c'était un de mes plus beaux souvenirs, toujours dans le Langtang, alors que ce n'est qu'un 5008. Mais de fait, une fois qu'on est à 6000 mètres, il y a toujours ce challenge quand même du chiffre, hein, le mythe du chiffre, 6000 mètres, 7000 mètres. Une fois que je suis allé à 6000, on me demande, j'aimerais bien voir ce que ça donne à 7000. Voilà. Et de fil en aiguille, quelques clients il faut un peu de temps, donc un peu d'argent aussi, se dégager un petit peu des vacances assez grandes. On se retrouve à 8000 parce qu'on a testé les 6000 et 7000, plusieurs fois 7000, pourquoi pas. Et à un moment donné, on a envie de voir ce que donne notre corps à 8000. Il faut que ça soit un parcours logique. Et là, c'est vraiment, c'est normal et c'est sain, quoi. De vouloir aller voir, c'est la nature humaine, quoi. Une fois qu'on a goûté, voilà. Et par contre, il y a des gens qui diront 6000, ça me va, je suis content. C'est une sensation, hein. On a des sensations là-haut, donc 6000, ça me va, ou 7000, c'est bon, j'ai vu, voilà. On sait qu'il faut être patient, qu'il faut avoir de la persévérance parce qu'on n'a pas toujours le temps. Le temps n'est pas là, il y a du vent qui se lève, il va neiger, il va falloir laisser la montagne se calmer. Donc, toutes ces expéditions prennent du temps parce que si on essaie de se précipiter, on va au désastre. Donc, voilà, donc il faut avoir un certain calme, savoir qu'il va falloir attendre. Il faut une connaissance de soi-même dans ces moments-là, parce que se mettre dans une tente à 6005 pendant 3 jours, c'est pas donné à tout le monde, parce qu'on reste dans une tente, 6005, il y a la tempête, il faut rester calme, se faire de l'eau, on est dans une tente à l'abri, et c'est ça qui mine les gens le plus, c'est de ne rien faire. Quand on marcher, tout le monde sait marcher, on marche, ça va. Dès l'instant où on s'arrête, et qu'il faut s'arrêter parce qu'on est allé trop haut, il faut se donner un petit 24 heures, 48 heures pour se calmer. Et cette attente est très dure à gérer. Donc, il faut une certaine humilité par rapport à la montagne, de se dire, OK, il faut vraiment prendre ce temps. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps qui va me faire aller plus haut. Et ça demande des forces morales assez, je trouve, plus que le physique,
de gravir un 8000 demande des forces morales. Ça ne s'invente pas. Pour le travailler, il faut le vivre. Et pour le vivre, il faut aller faire du 6000, 7000, parce que 6000, on attend un peu, mais pas trop. 7000, on commence un peu à avoir des laps de temps d'attente. Au Pic Lénine, on est obligé des fois d'attendre à cause du vent, 2-3 jours. Voilà. Sur un 8000, on multiplie les problèmes d'attente. Et ça, il faut le travailler. Voilà. Et j'aurais envie de dire aux gens qui veulent faire ces hauts sommets, travaillons notre plénitude à rien faire. Non pas à rien faire, mais à accepter de ne rien faire. Mais pour pouvoir aller plus loin. Vraiment, il y a un palier. Tu parles de palier, on peut parler de ça en plongée, je pense qu'on peut parler de ça aussi avec la haute montagne. Il y a un palier qui est complètement, pour moi, incroyable, mais ça me rend, c'est pas une terreur, mais je sais que c'est là que tout se joue, c'est les nuits au-dessus de 7004, 7005. À 7000 mètres, je dirais, j'emmène ma grand-mère, non. 7000 mètres, on y va parce qu'on dort qu'à 6000 mètres. On dort à 6000 mètres si on fait bien les choses dans l'ordre, tranquillement, on fait bien les paliers nécessaires pour aller s'acclimater, redescendre, se reposer, remonter. Aller à 7000 mètres, je ne dirais pas que c'est à la portée de tout le monde parce qu'il faut quand même marcher, mais il y a une logique dans le corps qui marche très bien. Par contre, les nuits au-delà de 7000 mètres, on se retrouve dans un environnement, je trouve, complètement dingue. Les quelques nuits que j'ai fait, par exemple, à 7004 ou 7005, sur le Makalu, sur le Choyou 7002, c'était encore assez salé. Manaslu 7004, ce sont des nuits qui nous plongent vraiment dans un monde qui n'est vraiment pas le nôtre et où tout se décide. J'ai été malade 1 ou 2 fois, 2-3 fois, mais une fois, je sais pourquoi, 1500 mètres en montant de 5000 jusqu'à 6007, stupide. Et puis, 1 ou 2 fois, autre fois où j'étais malade, je ne sais pas pourquoi, mais sur peut-être 50 montées. Donc, on est quand même très vulnérable. Voilà. Je ne me suis jamais senti autant vulnérable que ces nuits à 7004. Une fois qu'on prend l'oxygène, c'est vrai que ça nous ramène quand même à des altitudes raisonnables, on n'a plus froid, on est bien. C'est quand même un beau secours, même si pour moi, il faut le prendre très tard. On ne le prend pas avant 7004, 7005 pour être sûr de bien être acclimaté s'il y a le moins de problèmes. C'est évidemment, on n'est pas là pour laisser des plumes sur les montagnes, donc il faut faire les choses bien, monter le plus haut possible son oxygène, ne pas prendre l'oxygène trop tôt parce que c'est fou. Il y en a qui prennent à 6006, 6000, c'est vraiment fou parce que le moins de problèmes en haut, on va vers la mort. Donc allons le plus haut possible. Et le plus haut possible pour moi, c'est au minimum 7004, 7005, ça dépend des montagnes. Déjà pour se sentir bien. Et si on a le moins de problèmes techniques, parce qu'on ne maîtrise pas tout, un problème de gel, de bouteilles, de tout ça, il faut pouvoir être capable d'enlever son matériel et de descendre par ses propres moyens. Donc, c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment à cœur. De dépasser les 7000 sans oxygène, c'est très, très important pour la sécurité, quoi. Et après, je pense que c'est un choix de chacun. Sur les petits 8000, petits si je peux me permettre, 8000, 8100, 8002, c'est vraiment c'est envisageable, mais c'est à chacun de voir avec son vécu, avec son ego, parce que beaucoup de voilà, avec en ayant connaissance des risques, où est-ce que je mets les pieds. Une montagne, ça se gravit, mais ça se descend surtout. Il ne s'agit pas de tout donner pour gravir une montagne. Même ici au Mont Blanc, des fois on a des gens, on les arrête avant le sommet du Mont Blanc pour qu'ils puissent redescendre, on va dire, par leurs propres moyens. Sinon, voilà, même si on a des secours ici, on essaye quand même d'être logique. Donc, il faut une connaissance de son corps vraiment très pointue. Et c'est vrai qu'à 7005, voilà, c'est des gros dilemmes, mais on n'est pas là non plus pour laisser un petit doigt, se geler un bout de nez.
c'est pas très intéressant, je trouve. Donc, il faut savoir aller assez loin, mais toujours avec conscience. Et c'est ça qui est vraiment dur à 7005. Et c'est ça que moi, j'essaye de donner, sachant que moi, au-delà de 7005, euh, si je dois veiller sur quelqu'un, ben, je ne suis pas sûr que sans OC, je puisse veiller sur quelqu'un. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, je me dois, si j'emmène des gens, d'avoir une bouteille de secours que j'ai utilisée au Manaslu, que j'ai utilisée au Makalu, parce qu'on ne peut pas veiller sur les gens, avoir l'esprit clair et être sans ox. 7005, non, c'est vraiment une histoire personnelle. Donc, il faut être très clair avec ça. Le Pic Lénine, pour moi, c'est d'abord un pays. J'ai découvert un pays parce que je connaissais bien l'Himalaya, Népal. Mais ça, on remonte un peu dans l'Himalaya, très très haut, là-haut, dans le Pamir. Et c'est vraiment, j'ai découvert un pays extraordinaire. D'aucuns diraient que c'est le 7000 le plus facile. OK, mais du fait de cette facilité, soi-disant, beaucoup de gens y vont, mais il y a très peu d'élus en fait en haut. Parce que c'est une montagne qui est rude, qui est longue. Il y a quand même des dangers de la montagne, même s'ils sont très concentrés sur un parcours camp 1, camp 2. Et on se retrouve très vite projeté en haute montagne. Mais ça, c'est quelque chose que je pense savoir maîtriser, la façon de monter là-haut, à 7000. Et donc, en prenant son temps, en prenant quelques règles d'alpinisme, parce qu'il y a quand même des crevasses, il y a quand même un peu des murs à franchir, mais c'est une montagne qui permet vraiment de se tester par rapport à l'altitude, hein, parce que je n'ai pas non plus de grands dangers, il faut faire gaffe quand même à ne pas aller trop vite, mais ça c'est mon job, et ça je sais faire, je passe mon temps, moi, c'est à ralentir les gens. Ouais, c'est assez simple, ma partie, c'est que les gens, au début, voilà, bon, moi, je stop derrière, voilà, on va doucement. Donc, je passe mon temps à ralentir les gens. Donc, voilà, je leur cours pas derrière, hein, je ne cours pas derrière les gens. Donc, et après, au-delà de 6000 mètres, 5005, les gens comprennent tout seuls comment ça marche. Et mon travail en est très, très facilité. Si on n'est pas alpiniste, on ne monte pas au Pic Lénine, c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. Il faut quand même avoir une base minimum d'alpinistes pour pouvoir gravir ce sommet, d'encordement, de franchissement de crevasses, ainsi de suite. Et donc, ce peu de difficultés font que ça donne ce beau piment. Et pour moi, c'est une vraie montagne. C'est pas un tas, c'est pas une bosse. Non, 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 c'est une vraie montagne. Euh, qui vaut vraiment la peine, je trouve, et j'ai grand plaisir d'y retourner. Le Manaslu a toujours été décrite comme une montagne dangereuse, le Manaslu. Alors c'est vrai, mais ça va dépendre des conditions, évidemment, qu'il y a eu pendant le temps de l'expédition. Oui, c'était bien le premier en 2012, parce qu'on devait aller au Shoyu, et Shoyu, les Chinois nous ont fermé la frontière 15 jours avant d'y aller. Donc il a fallu se rattraper sur un 8000 à peu près similaire, hein. On va en parler après des difficultés du Shoyu. Et donc, le Manaslu nous a paru 15 jours avant assez acceptable. Voilà. Alors, il s'avérait qu'en 2012, on a eu des conditions dantesques, des 3 semaines de vent continuel, neige, vent, neige, vent, neige, vent. Et donc, là, j'avais dit à mon ami client que nous, on ne bougeait pas, il ne fallait pas bouger de toute façon, parce qu'avec ce vent, on avait du temps, hein, c'est un monsieur qui avait du temps et un peu d'argent, donc on pouvait attendre. Et donc, ce monsieur n'a pas voulu attendre parce qu'il n'avait pas travaillé son humilité dans l'attente et ainsi de suite. Hein. Et donc, il est parti en hélico. Il me dit, oh, moi, je pars, je ne reste pas. Tu me dis d'attendre 5-6 jours. Non, non, moi, je ne veux pas. Il est parti. 5 jours après, il est à Paris. Et 4 jours après, il y a une énorme avalanche qui a fait, je crois, une 12 ou 15 morts, dont mes amis, qui, eux, avaient plus trop de temps, il fallait qu'ils y aillent. C'était pas stupide parce que les conditions, elles étaient bien calmées, sauf que il y avait des plaques à vent énormes et qu'un sérac, à un moment donné, pourquoi il est tombé cette nuit-là?
alors qu'il n'y avait personne jusqu'à présent à ce 43 à 7000 mètres. Il est tombé, voilà, c'est un concours de circonstances malheureux, mais c'est sûr, moi j'avais du temps, donc j'attendais avec mon Sherpa, on a attendu en bas. C'est tellement plus simple d'attendre. Et donc c'était une expérience assez malheureuse. Ça ne m'a pas empêché d'y retourner en 2019 avec des clients. Et là, on a eu des conditions, je pense, comme vous avez eu en 21, pas mal. C'est-à-dire qu'il neigeait sans vent. Donc, on avait une neige. J'ai regretté de ne pas avoir mes skis parce que là, je partais du sommet à ski. Et donc, on a fait un sommet, mais tellement tranquille, comme dans les Alpes, quoi. Ça s'est passé. On a attendu un peu au sommet parce qu'il y avait des Chinois qui ils n'arrivaient pas à faire les dernières cordes fixes, donc on a attendu une demi-heure, trois quarts d'heure. Bon, on est à 8000, on discute, on a un sommet qui est là. C'était plutôt bon enfant, c'était vraiment drôle en 2019. Le Shoyu, c'est une montagne qui est peu dangereuse, mais elle est quand même sous le vent quand le vent arrive de l'Inde, et il peut y avoir des petites plaques là-haut vers la bande jaune. C'est une montagne qui est relativement saine. On arrive en basket à 6005 au Shoyu. Alors, on arrive en basket à 6005, il y a des gens qui partent avec l'oxygène. Alors, toi, tu es en basket et puis tu vois des gens qui partent. Là, tu comprends plus sur les expés commerciales d'un fameux Suisse là, que j'ai croisé d'ailleurs. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Donc, il n'y a aucune transition, quoi. C'est complètement dingue. Par contre, c'est tellement belle montagne, le Choyou, qui est assez saine, je dirais un peu comme le Makalu, parce que c'est simple, c'est une montagne simple. Soit il y a eu du gros mauvais temps, de la neige avec du vent, ça nous a mis une plaque là-haut vers les bandes jaunes, on le sait, un petit bout qui est plaqué. Soit s'il n'y a pas eu ça, puis s'il y a eu ça, on attend 3-4 jours. Il faut savoir attendre 3-4 jours, c'est vachement dur. Et puis voilà, donc c'est une montagne qui est assez facile à gérer, je trouve, le Choui. Hein. Une fois qu'on a certaines connaissances de la montagne en général et de la montagne en particulier au Choui. Le Manaslu, il est un peu plus vicieux parce que, oui, il y a du vent, ça se calme vite, c'est quand même une pente qui est, donc les pentes, elles se transforment assez rapidement au Manaslu. Hein. Très rapidement, après les chutes de neige, la neige devient dure. Est-ce qu'on peut y aller? C'est plus compliqué. Voilà, le Manaslu est une montagne plus compliquée. Le Choyu est déjà situé au Tibet, dans un environnement sec, assez incroyable, jusqu'au camp de base qui est situé très haut. Hein. Donc, il a la particularité, le Choyu, d'avoir un camp de base énorme à 5007, facile d'accès. Donc, il faut savoir patienter avant d'aller au camp de base. Vraiment, le Choyu, la clé, c'est presque comment aller au camp de base, ne pas se précipiter au camp de base, il est à 5007, comme au Makalu. Comme au Makalu. Makalu, heureusement qu'on a un camp de base haut à 5007, parce que la montagne à 8005 est énorme. Le Shoyu, il est un peu plus bas. Il n'y a pas trop de difficultés. Il y a quelques cordes fixes. C'est très, très jolie montagne. Le matin, je ne l'ai pas senti. Il y avait 42 vents. Non, je reste là encore une journée. Donc, je suis resté. Il y en a qui sont partis. Et le lendemain, je suis reparti. Il n'y avait plus de vent. On a aidé. Il y avait un Sherpa et puis son client qui squattait ma tente à 7004, 7005. Un camp que je devais le faire pour boire un petit thé. Et puis finalement, ma bouteille d'ox a servi, que j'avais entreposée là-haut, au cas où. Elle a servi à sauver ce client indien qui était au bout de sa vie. Et donc, mon Sherpa qui était avec moi s'est occupé de ces gens-là avec ma bouteille d'ox, les a redescendus. Et donc, moi, de 7005, j'ai continué tout seul. J'ai failli arrêter parce qu'il y avait une plaque qu'il fallait tracer. Je faisais un pas, on dit des fois 5 pas. Non, j'en faisais un, je m'arrêtais. Je dis, bon, j'arrête, quoi. C'était 7009. Et puis, mon Sherpa, après avoir évacué les gens, est revenu avec l'oxygène. Avec l'oxygène. Donc, il est passé devant moi. Et donc, j'avais quelqu'un qui traçait la voie. Et moi, derrière, j'avais qu'à suivre, à prendre des photos. Comme c'était assez dur à tracer dans une plaque avant un petit peu 20 cm qui cassait, derrière, même sans og, j'étais à l'aise parce que ça allait pas vite, quoi. Et donc, on est monté petit à petit. Et c'est mon fameux Dawa Sherpa qui me suit, qui fait toutes mes expés,
On a toute confiance tous les deux. Et du sommet, on est resté 1 heure. Donc, on voyait bien l'Everest, donc on était bien au sommet, parce qu'au sommet du Choyou, il faut voir l'Everest, okay, la Combe Ouest, tout ça, on en voyait bien. Et du sommet à 8002, au camp 2, à 7002, on a mis 40 minutes avec Dawa, tellement il y avait des conditions magnifiques, quelques bouts de corde fixe, une neige sur les fesses, enfin bon, voilà, c'était une de mes expériences amateurs, on va dire, assez, voilà. Je ne pense pas que j'irai peut-être plus haut sans oxygène, je ne sais pas. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais je n'ai pas cette logique-là de vouloir toujours aller plus haut sans oxygène. Ce n'était pas mon but, hein, voilà, ça s'est trouvé comme ça. Je peux parler du Choyou, parce que belle montagne. Je peux la conseiller à des gens, effectivement, qui veulent se faire un beau 8000. Le Manaslu, c'est un beau 8000 aussi. Il faut vraiment être bien encadré, je trouve, au Manaslu, encore plus qu'au Choyou. Pour les conditions de la montagne, hein, je pense que toi, tu la connais bien maintenant, cette montagne. Voilà, c'est 2 montagnes qui sont envisageables. C'est pas délirant, on va dire, d'imaginer d'aller là-haut. Voilà, en étant toujours dans une suite logique, hein, de son aventure montagnarde, alpine et après himalayen. Voilà. On ne part pas du Mont Blanc pour aller faire le Choyou. Ah, quand j'en ai des frissons là quand je parle du Makalu. La montagne c'est notre montagne à nous, hein, les Français. On a quand même fait des plus belles réalisations sur cette montagne, un des plus beaux 8000 pour moi, je trouve, en beauté esthétique. On a ouvert des voies, la première, et j'étais aujourd'hui avec le petit-fils du médecin, Lapra, qui est un guide, hein, qui est un guide à Saint-Gervais, et on s'est retrouvé en refuge aujourd'hui par hasard. Moi, je jouais de la guitare, il y a une guitare qui traînait au refuge à midi. Lui, il joue de l'harmonica. Et il m'a dit, tu fais quoi? Tu repars en voyage et tout? Je dis, là, mes plus hauts voyages, ça sera peut-être en 2023 au Makalu. Et là, il m'a rappelé que son grand-père était médecin sur l'expédition française qui a réussi avec Terré et les autres, la première de ce. Voilà. Donc, j'étais avec le petit-fils mais c'était une première qui était magnifique, hein. Tous les alpinistes sont allés au sommet. Après, il y a des Français qui ont fait le pilier ouest, que je trouve ça incroyable. Pierre Bégin, en amateur, qui a fait réussir une voie. Il est accompagné par Gersen et Cadeau, qui se sont arrêtés tellement c'était engagé. Donc, les Français, ils ont de belles, belles réussites. Et c'est une montagne qui est assez, voilà, que je trouve complètement saine, prévisible, hein. La voie choisie pour l'ascension de la voie normale maintenant, c'est une voie avec des difficultés très progressives. On pénètre, c'est un sanctuaire pour moi, on pénètre doucement cette montagne, gentiment, hein, ça démarre doucement, et puis ça commence à s'élever, à grimper, à se raidir. Et jusqu'à 7005, c'est vraiment la belle montagne. Il y a quelques problématiques, par exemple, parce que le camp 2 est loin du camp 3, il faut faire 900 mètres, monter à 7005, passer de 6006 à 7005, voilà, sans ox, sur une montagne assez raide, qu'on équipe, hein, il y a quand même un peu d'équipement de corde fixe. Donc, il faut être vraiment au courant de son corps énorme, parce que quand on arrive à 7005, hein, tout à l'heure on en parlait, 7005 pour moi c'est vraiment le début d'un autre monde, eh bien, il nous reste encore 1000 mètres pour aller jusqu'au sommet. Et là, wow, 7005, c'est pas le Manaslu, allez, 600 mètres. 600 mètres, ça va, 600. Mais là, on parle de 1000 mètres au-dessus. C'est une face nord de l'aiguille du Midi, quoi. On est au plan de l'aiguille, on regarde en haut, là, c'est pareil, quoi. Et donc, ça rajoute une dimension à cette montagne, vraiment, voilà, avec des difficultés qui sont acceptables. Il y a des crevasses, il faut s'encorder un peu en haut. Le couloir des Français, il y a 2-3 cordes fixes, c'est très beau. Je l'ai vu qu'en vidéo, parce que je me suis arrêté bien avant 7008, moi. Parce que j'avais combiné 2 expéditions, le Makalu 2, le Makalu 1, donc 3-4 personnes sur Makalu 2, 2 personnes sur Makalu 1. Dans ma tête, c'était parfait, sauf que j'ai tout donné pour le Makalu 2, avec tout le monde, hein, en se disant, sur le papier, merveilleuse acclimatation,
Mais en fait, en encadrement, en tant qu'encadrant, j'ai tout donné, en fait. Et après, j'avais plus de jus et mal à la gorge, j'ai pris des corticoïdes qui ont caché la misère. Et quand je suis retourné pour le Macalin, mais en fait, j'avais plus de jus. Et puis voilà, la maladie m'a sauté dessus parce qu'il faut pas trop essayer de trop en faire. Voilà, c'était une belle expérience pour moi. Le trek pour aller au camp de base, l'eau à 4008, là, on est au cœur du Népal, hein. On est au cœur du Népal. J'y étais en 2016, je crois, printemps. Donc, c'est une montagne qui se gravit au printemps, euh, comme l'Everest. On a vu peut-être 20 personnes, 30 personnes. Alors, pour les amoureux qui ne veulent pas de social, qui veulent se sentir seuls au monde, alors là, je conseille la région du Makalu. Alors, le sommet est encore pire, mais parce que au sommet, les gens qu'on rencontre au camp de base du Makalu, il y a moins d'agences qui proposent effectivement les sommets comme à Manaslu. Donc, il y a beaucoup de grimpeurs, entre guillemets, des vrais grimpeurs, des gens qui ont un gros passé, parce qu'on ne vient pas au Makalu par hasard. Les gens qui viennent au Makalu, c'est des gens ils ont bourlingué. Ils ont vraiment, ils ont un passé de montagnards assez étoffé et on est peu nombreux, hein. On est peut-être 7-8 expéditions en 2016 quand j'y étais, ouais, 7-8, on était beaucoup, une quarantaine de grimpeurs. On est content qu'il y ait une quarantaine de grimpeurs avec leurs 20 Sherpas parce qu'il faut du monde sur la montagne, parce que sans les Sherpas, ben, on ne fait rien. Et puis avec 4-5 personnes, ben, pour tracer une voie, on s'épuise au bout de 400 mètres. Donc, on est content en fait qu'il y ait, voilà. Pour moi, donc, c'est une montagne qui est parfaite parce qu'on se retrouve vraiment euh, dans un milieu avec des gens. euh, ouais, on a les yeux qui brillent quand on est au Makalu. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas fait le sommet, mais vraiment, j'ai ma place par là-bas, quoi, parce que voilà, jusqu'à 7005, hein, voilà, après. Mais quelle chance j'ai de pouvoir faire ça. Voilà. Et si j'y retourne, bah, c'est cool. Bon, bah, écoute, Serge, merci pour cet entretien qui était passionnant et je pense qu'il intéressait beaucoup donc des personnes qui nous ont suivis ce soir. Donc, on a effectivement un certain nombre de questions et la première, c'est, mais finalement, quel process pour se préparer concrètement pour un 8000, selon toi? Alors voilà, un 8000, c'est quoi? C'est les plus hautes montagnes de la Terre, donc ça doit bien se préparer dans la longueur. Et effectivement, de suite, on pense à l'endurance, hein, parce que notre corps va subir, en plus de l'hypoxie, va subir un long moment en altitude avec des efforts qui sont plutôt lents, mais qui sont étalés sur une durée, on va dire, un petit peu inhabituelle. Donc, il faut préparer son corps à subir des efforts lents et longs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Faire des longues courses ici, faire du vélo, faire des choses comme ça, faire des courses, évidemment, faire des courses qui soient longues. C'est-à-dire, longues pour moi, dans les Alpes, c'est 10 heures. C'est des courses qui durent 10 heures. On n'est pas là pour courir, on ne fait pas du trail. On n'est pas là pour avoir des collants pipettes. Et non, non, ce n'est pas ça du tout. Il faut pouvoir faire durer son corps sur une longue période, avec des récupérations qui ne sont pas terribles en Himalaya, parce qu'on est en altitude, ça rajoute quelque chose. Donc, tout ce qui peut nous endurer, c'est bon. Un parcours du GR20 en Corse, en autonomie, en portant sa tente, c'est une préparation magnifique. Il n'y a pas besoin de monter à... Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ici, hein? C'est ça. Des efforts longs, du vélo en côte, préparer. Voilà, c'est à nos âges, la VO2 max, on a du mal à l'améliorer. Donc, on va peut-être pas faire des efforts violents d'une heure, mais faisons des longues courses. Voilà, quoi. Des longues courses dans les Alpes, c'est très bien. Et alors justement, il y a cette question assez précise sur les tests
en hypoxie en France, bon, il y a des tests d'effort, de VO2 max et justement des tests d'effort en hypoxie. Est-ce que tu penses que ça apporte des éléments d'information quand même pour savoir comment on se positionne, même si on sait que l'altitude dans ces tests en hypoxie ne dépasse pas l'altitude du Mont Blanc, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bien sûr, tout ce qui peut nous emmener à mieux connaître son corps, ce sont des plus, hein, indéniablement, il n'y a rien à dire à cela. Par contre, rien n'enlèvera pour aller sur 8000, parce que là on parle bien de 8000 hein, dans cette soirée, c'est d'avoir emmené son corps naturellement à faire un sommet à 6000, à 7000. Et là, on aura des réponses dans la durée qui seront, on va dire, beaucoup plus pointues qu'un effort qui ne dépassera pas les 5000 mètres ici. D'accord? Meilleure préparation, c'est de connaître son corps en milieu naturel. Voilà, ça c'est ma réponse un peu claire. Pour aller à 8000, il faut que je sache ce que donne mon corps à 7000. Donc, il faut y aller à 7000. L'hypoxie qu'on va nous faire ici, les tests, pour un Mont Blanc, c'est parfait. Pour un 8000, ça reste un petit peu en deçà de ce qu'on va demander à notre corps, je pense. C'est clair. Alors, on a vu que, bon, moi, je l'ai vécu comme tu sais, c'est vrai que quand la météo est parfaite ou quasi parfaite, c'est-à-dire à peu près stable, sans vent ou pas trop de vent, et l'expédition n'est pas la même, évidemment, que quand les éléments se déchaînent. Alors, par rapport à la stratégie que tu as, toi, de rotation, d'acclimatation sur les sommets quand tu es au camp de base, comment est-ce qu'on s'adapte à cette météo et est-ce qu'on peut toujours s'adapter? Enfin, tu as un peu répondu quand même hein, dans l'entretien qu'on a eu. Mais bon, voilà, comment est-ce que toi, tu t'adaptes quand la météo est moins bonne? Alors, la météo est un facteur essentiel hein, pour ces hauts sommets, mais elle va être essentielle, on va dire, le DJ, c'est-à-dire le jour du sommet, le jour où on va arriver dans des altitudes où on est très, très engagé. Après, sur 5, 4, 5, 6 semaines, et forcément, la météo va changer. On va avoir des vents, on va avoir des... Et donc, on prévoit dans nos expéditions des temps morts, des temps de repos, que l'on va placer un peu judicieusement en fonction de la météo. Mais c'est vrai que, par exemple, typiquement sur un sommet comme le Pic Lénine, pour la phase d'acclimatation, il neigeote, il y a des petits vents de 40, 50, on y va. Si ce n'est pas dangereux, ben, on va s'acclimater. Ben oui, on va prendre un peu de neige, on va prendre un peu de vent, ben, ça fait partie quand même de la montagne, c'est ce qu'on vient chercher aussi. Donc, tant que ce n'est pas dangereux, on essaye de faire ce qu'on a prévu en amont, notre acclimatation. Si c'est une tempête qui déchaîne tout, qui arrache les tentes, évidemment, on ne bouge pas, mais on essaye quand même, jusqu'à une certaine altitude, de rester sur notre programme, si c'est possible. S'il n'y a pas 3 mètres de neige, évidemment, hein, pour moi, tant que ce n'est pas dangereux, on y va. Passer une certaine altitude, là, on dépend de nos services météo pour nous donner le meilleur créneau météo pour la journée du sommet. On ne va pas y aller avec 70 de vent et 1 mètre de neige. Voilà. Donc, la météo, on l'intègre, ça fait partie de l'expédition. On va intégrer les temps morts, hein, on prévoit des temps morts. On va essayer de l'utiliser le plus tard possible. Hein, voilà. Et par contre, en bas, ben, on essaye de faire notre programme malgré la météo, tant que ce n'est pas dangereux. Voilà, ça c'est mon optique des phases d'acclimatation des hauts sommets en tout cas. Et donc, tu arrives avec une idée quand même très claire. Alors, évidemment que tu vas adapter en fonction des conditions réelles hein, sur le terrain, mais tu as une stratégie toujours quand tu arrives sur un camp de base, sur un très haut sommet, c'est-à-dire que tu t'es donné 3 jours pour la première rotation, 3-4 jours de repos, puis 5-6 jours pour la deuxième, etc. Ou est-ce que finalement, tu t'adaptes beaucoup en fonction du groupe que tu as? Évidemment, on va s'adapter en priorité au groupe, mais j'ai dans l'esprit toujours, je sais, on va dire exactement pour moi ce qui se passe dans les phases d'approche hein, de ces altitudes. Jusqu'à 5000, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'à 6000, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, entre les phases de montée et descente et les phases de repos, elles sont, on ne peut pas y échapper. Donc, j'ai vraiment au cœur
même si les gens veulent accélérer, même s'ils sont bien, je sais que toute dégradation là-haut va nous faire perdre du temps. Donc, j'essaye de rester quand même dans le programme avec les temps de montée, les temps de descente et de repos qui sont importantes. De repos, il n'y a pas que le repos, on se réhydrate, on remange bien parce qu'on est redescendu à des altitudes. Donc ça, c'est vraiment des phases qui sont un petit peu lentes pour les gens, peut-être, mais qui vont nous permettre tellement d'être bien là-haut que voilà, on reste quand même sur le programme qu'on a établi à l'avance parce que ça marche. Parce que ça marche. Alors, tu parlais justement du Choyu, hein, et de cette arrivée au camp de base qui est très haut. Alors, du coup, comment est-ce qu'on s'acclimate pour y arriver sur ce sommet-là en particulier? Ben, j'ai vu sur notre programme du Shoyu, en fait, c'est quasiment parfait à quelques petits détails près. Évidemment que c'est un camp de base qui est très haut, qui peut s'atteindre très rapidement. Erreur à ne pas faire, erreur à ne pas faire. Donc, il faut traîner. Donc, il faut traîner parce que si on arrive trop tôt à ces hauts camps de base, au Makalu, c'est facile parce qu'il faut marcher. Au Shoyu, les voitures nous mènent à 4003 ou plus à 6, je crois, au camp chinois. Donc, oulala. Ben, traînons, prenons du temps, restons à Lhasa quelques jours, à 3006. En cours de route, Tengri, un vieux village tibétain, il y a des collines au-dessus à 5000. Prenons le temps d'aller sur ces collines. Au camp de base chinois, prenons 1 ou 2 journées pour aller marcher au-dessus, la matinée. Hein, on marche une matinée, on redescend, on dépasse les 5000. Et après, quand on va au camp de base qui est à 5007, on ne fait pas comme 80% des gens, ou voire 90% camp de base chinois, camp de base, vrai camp de base. Non, on s'arrête une nuit, simplement une nuit, tranquille, à 5003, et tout se passera bien. Donc, juste avoir l'impression de traîner un peu, c'est une des clés du shoyu spécialement, bien sûr. Oui, ça a l'air d'être quand même un sommet assez fantastique. En tout cas, tu nous as vraiment donné envie. Concernant la nourriture d'altitude, comment tu gères ça sur les camps? Est-ce que tu prévois, nous par exemple, on a prévu ensemble et puis sur d'autres sommets, de proposer à nos participants de tester quelques liofs, tu vois, ici, même si les conditions ne sont pas les mêmes, évidemment, quand on est à 6004 ou 6008, parce que la nourriture, finalement, c'est assez important et comme tu nous le dis souvent, bon, on n'a pas très faim quand on est en haute altitude. Donc, comment tu gères cet aspect-là dans tes expéditions? Alors, la nourriture à altitude, c'est quelque chose qu'on prévoit bien en amont, qu'on teste. Par exemple, quel est le meilleur lyophale que je vais aimer ou pas aimer, la brandade de morue, c'est très spécial tout ça. Donc, tester, oui, c'est bien, sachant que de toute façon, en altitude, on mangera peu. Donc, il faut quand même pouvoir manger un peu. D'où les retours dans les camps inférieurs, parce que dès qu'on redescend à altitude, on est mieux. Un camp de base avec les cuisiniers qu'on a, ils nous font des magnifiques repas. Et là, on va effectivement vraiment reprendre des forces et reprendre, emmagasiner du glycogène grâce à ça. En altitude, très compliqué. Donc, avoir quelques lyophales que l'on aime, on en mangera 1 sur 2, c'est sûr, et des choses qui vont s'avaler assez facilement, comme des soupes, comme des soupes, parce qu'il faut s'hydrater, des purées qui sont un peu liquides, avec un peu de thon, des choses qui sont assez simples. Ça a toujours bien fonctionné pour moi. Pour les gros mangeurs qui vont être très bien, un petit lyophale de temps en temps, merveilleux s'ils peuvent le faire, mais toute notre réserve va provenir des camps inférieurs. Et après, en altitude, il va falloir surtout penser à s'hydrater, s'hydrater. Des soupes, du thé, c'est bien parce que c'est diurétique, il faut faire pipi en altitude, mais vraiment s'hydrater, quoi. Voilà. Quelques lyophanes, bien sûr, mais on en ramènera toujours la moitié de ce qu'on va monter là-haut. Donc, d'où l'intérêt de faire redescendre au camp inférieur, comme base, je me répète, mais c'est vraiment important. Et là, on sera bien parce qu'on aura
une acclimatation parfaite au camp de base. Et là, on va pouvoir vraiment faire des réserves. D'accord? Après, en altitude, du moment qu'on boit, voilà quoi. Ça, c'est compliqué, l'altitude. Je te confirme absolument par expérience ce que tu dis. Ouais, tout à fait. Et du coup, ce qui pose la question d'une immobilisation en altitude d'ailleurs, parce que du coup, il faut. Parce que sinon, effectivement, en général, on se refait une santé quand on descend au camp de base. Ouais. C'est la réalité. Ouais, et ça, de toutes les expériences que j'ai, 7000 et notamment les 8000, dans les hauts camps, on a tendance à se dégrader. 6005, 6006, là, on va manger l'héliofale, on va être bien, mais au-dessus, on aura plutôt tendance à se dégrader. D'où l'importance de, quand dans ces descentes, d'avoir 2-3 jours de repos pour se reposer et surtout refaire le plein d'énergie. Voilà. Ne pas monter de nourriture excessive dans les camps, c'est pas la peine. Monter beaucoup de soupe, monter beaucoup à boire, d'épurer parce qu'on peut les faire liquide, même si c'est pas très énergétique, on aura quand même quelque chose en nous. Même des boîtes de thon au Népal, par exemple, on trouve des boîtes de thon là-bas. C'est merveilleux avec un peu. Et là, je trouve que c'est mieux que certains lyophales qui sont très, très spéciaux, qu'on a du mal à manger. Il faut en emmener un peu pour, si on est bien, tant mieux. Si on n'est pas bien, ben on va se faire une soupe avec une purée. Et puis, on fera surtout avec notre glycogène qu'on aura emmagasiné plus bas. D'expérience. Voilà. C'est clair. Alors justement, bon, il y a un côté presque romantique, là, ce que tu décrivais sur le Choyu, tu avais ta tante pour boire un thé. Est-ce que tu peux, comme c'était, c'est quoi, c'est un Allez. petit plaisir perso, c'est pourquoi Ce sont les derniers camps, oui, je pense que là, oui, on parle de cette tente à 7000, 7005, je pense qu'elle est 7550, peut-être 7006, je ne crois pas 7006. C'est un peu comme la dernière tente sur le Makalu qui serait vers les 7008. Hein, on met une tente avant de traverser le glacier au Makalu. C'est vrai que cette dernière tente là-haut, on va se dire, on va faire un camp là-haut pour être plus proche du sommet, mais un camp à 7005, on n'est pas là, on ne va pas dormir, on ne va pas faire une grasse matinée, ce n'est pas vraiment une tente pour faire une nuit complète, et ainsi de suite. C'est plutôt une tente où on va pouvoir se reposer, on va pouvoir faire une pause où on peut refaire du thé, on a du gaz, on a du thé, et on fait 2 heures de repos. Pour moi, c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures de repos. C'est pas vraiment une nuit, hein. Même au Shoyu, même au Makalu, on peut y rester peut-être des fois plus de temps parce qu'on va attendre que le vent tombe ou je sais pas. Mais il ne faut pas compter faire des grosses nuits en montant là-haut, justement, par exemple, des lyophales à manger. Non, ça va être un abri, certain qui va nous permettre de se revigorer, de se redonner des forces avant d'attaquer les 800 derniers mètres, par exemple, au Shoyu. Je crois que c'est à peu près ça, ouais, en 500-700 mètres. Mais c'est un temps de repos important. On ne va pas dormir parce qu'on ne va pas être bien. On va essayer d'y passer le moins de temps possible parce que on va se dégrader hein, si on reste trop longtemps là-haut. Mais par contre, bon, on n'est pas des cadors non plus, donc il faut se reposer un petit peu. Hein. Au Shoyu, 7002, 7005, on en a pour 2-3 heures. On se repose 2-3 heures et on repart pour le sommet. C'est ce que j'avais fait au Shoyu. C'était, je pense, une très bonne façon de faire qui m'a paru suffisante et bien, quoi. Voilà, c'est assez important. Et en cas de secours, parce que quand on va redescendre du sommet, si on n'est pas bien, qu'on ait une tente qui nous attende à 700-800 mètres plus bas du sommet, c'est un peu obligatoire aussi. Hein, voilà. C'est clair. On a une question sur le pic Lénine cet été. Alors, compte tenu de ce qui se Oui, passe avec l'Ukraine, ouais. est-ce que tu penses qu'on réussira à confirmer ce départ? Alors, moi, j'ai une idée assez précise de ça, parce que moi, je sais que l'Ukraine est quand même beaucoup plus proche de chez nous que de la Kirghizistan. Hein, on est à moins de 1500 mètres de l'Ukraine. Hein, la France, il faut le savoir quand même. Hein. Un vol d'oiseau, on est à 1500 km. Le Kirghizistan est quand même à presque 2800 km de l'Ukraine.
à 1500 km de la Russie. Je crois que c'est séparé par le Kazakhstan. C'est un pays qui est complètement indépendant depuis 1993, qui s'est bien libéré du joug de la Russie depuis donc 30 ans maintenant. Je pense que nous, on a plus de soucis à se faire ici que les Kirghizes par rapport à cette guerre malheureuse, quoi. Donc, soit je pense que c'est un truc mondial, dans ce cas-là, on parle de plus rien parce qu'on ne fera plus rien. Mais pour moi, cet été, si voilà, le conflit reste cantonné autour de, hélas, l'Ukraine, ça va se régler diplomatiquement entre Européens, Russes. L'Asie, le Népal, eux, bon, bah, ils voient ça de beaucoup plus loin que nous. Bon, après, voilà, après, c'est mon avis à moi. Hein, c'est pas, je ne suis pas un politicard non plus. Mais donc, je pense, oui, ça devrait jouer. Quoi. Je partage ton avis. Allez, pour conclure, Serge, parce il est tard, Et tes projets alors, c'est quoi tes prochains projets? Alors, il y a Lénine, on a parlé cet été, bon, on croise les doigts. mes projets en tant que professionnel, Oui, puis perso, ça intéresse à tout de toi. parce qu'après cette pandémie qui nous a quand même bien bloqué, j'ai pu aller au Népal l'année dernière. C'était possible aussi avec des clients, mais c'était très compliqué au point de vue papier, mais c'était possible, envisageable. Donc j'ai fait quand même une expédition l'automne dernier qui était magnifique en amateur. Hein. J'adore repérer des nouvelles choses. Et en tant que professionnel, ben là, je vise donc le Kirghizistan pour une 6e ou 7e fois, je ne sais plus, pour le Lénine, un pays que vraiment j'adore. En amateur, je vais aller aux États-Unis pour grimper pour moi parce qu'il faut quand même se maintenir sa foi. Et puis, tant qu'on aime ça, qu'on peut le faire, je vais aller au Yosemite, là, me faire bien plaisir personnellement. Au Népal cet automne, hein, je vais y rester au moins un mois avec des gens, faire un petit 6000, peut-être plus si on me propose autre chose. J'aime bien passer 2 mois au Népal chaque automne. Et puis, ben, au printemps, je crois, 2023, on a un projet quand même assez, on va dire, sérieux et magnifique et que j'attends, je pouvais être allé et m'être arrêté à 7008. Voilà, on a prévu merveilleux ce projet au Makalu, hein, la montagne des Français, cette tellement belle montagne et tellement belle région. Hein. Ou d'ailleurs, je ne sais pas si on n'en a pas parlé, mais pourquoi pas emmener des trekkers avec nous au camp de base. Enfin, je ne sais pas, c'est une région qui est tellement belle. Voilà. Et donc, ça, c'est pour 2023, printemps, ça va arriver vite, hein, c'est dans un an. Voilà, ça, c'est les projets immédiats. Après voilà, on verra pour la suite. Voilà. Ben, écoute, Serge, merci mille fois hein, du temps que tu nous as accordé ce soir, de l'entretien qu'on a eu ensemble qui était passionnant. J'espère qu'on a passionné tout le monde. Donc voilà, prochaines expéditions confirmées, donc le Pic Lénine cet été, départ le 20 juillet de mémoire, le Manaslu départ le 5 septembre, et puis le Makalu, donc en 2023, en avril. J'ai plus tout à fait la date en tête, mais ça doit être début avril. Voilà. Écoutez, merci mille fois à tous d'être restés avec nous. On finit à 19h, donc c'était le timing qu'on s'était donné. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis à très bientôt. Au revoir.